30 sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va s'informer sur la prochaine saison du printemps qui s'en vient tout doucement avec deux représentants différents de la Commission de la capitale nationale. Ils vont parler de différents sujets. On va aussi discuter avec M. Yves Turbide de l'AAOF. Avec lui, il sera question des différents projets de l'organisme. Et tout de suite, pour commencer, j'ai la chance de parler avec l'auteur Michel Thérien. Je pense que c'est la première fois qu'on se parle et aujourd'hui, on a envie de découvrir votre art, Monsieur Thérien. Et pour commencer, ce n'est pas une question que je vais vous poser, mais plutôt quelque chose que j'ai lu dans votre biographie qui dit que la littérature est un moyen d'affirmation et de survivance culturelle. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette affirmation-là? Oui, je pense que je voudrais l'encadrer dans le contexte du fait que je suis franco-ontarien. Et puis, pour moi, cette allusion à la culture franco-ontarienne est un peu synonyme de survivance. Alors, pour moi, dès la naissance, un franco-ontarien qui est conscient de sa langue, éventuellement, moi, ça a été au primaire. Je me souviens très, très bien, vers la 8e année du primaire, ma décision a été prise, j'allais parler ma langue toute ma vie. Alors, au lieu de la voir disparaître comme plusieurs. Donc, c'était ça pour moi. Donc, si on est franco-ontarien, on n'a presque pas le choix de lutter pour sa langue. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup poser aux différents poètes que je reçois sur l'émission parce que je me dis, chacun dans son art est différent. En tant que poète, là, vous, qu'est-ce qui vous inspire à écrire, peu importe le sujet, qu'est-ce qui vous inspire? Oui, j'aime bien la question, puis je vais vous expliquer assez simplement. Que, vous savez, moi, je suis arrivé sur le tard à l'écriture. Pas à l'écriture, c'est-à-dire à la publication. Donc, je sentais cette voix en moi qui me parlait. Puis, éventuellement, j'ai compris que c'était la voix de la poésie. Alors, comment est-ce que ça se passe? Moi, je voyais quelque chose, et puis j'avais des expressions, des choses qui m'arrivaient à l'esprit, puis je les écrivais pas. Donc, elles arrivaient, l'inspiration m'arrivait, mais l'écriture ne se faisait pas. Alors, finalement, cette voix est devenue insistante, pour ainsi dire, et à un moment donné, pour la terre un peu, avoir un peu l'esprit en paix avec elle, j'ai commencé à lui répondre. Et vous allez remarquer que dans mes poèmes, je parle à quelqu'un. Bien souvent, on pense que c'est une voix féminine, à une femme peut-être, mais je parle à la poésie directement. Je réponds à ce qu'elle me dit. Vous répondez à qu'est-ce qu'elle vous dit. Donc, c'est-à-dire que quand ça a commencé tout doucement, là, c'est des vers que vous aviez en tête à chaque fois qui défilaient? Oui, ou des images, des métaphores. Peut-être pas des vers complets, mais j'avais des métaphores qui m'arrivaient. Voilà. Oui. Il va nous rester 2 minutes avant la première pause. Là. Et là, j'ai lu aussi que vous êtes un poète de l'ellipse. Moi, je trouve que déjà, être poète, c'est assez difficile. Ça demande une certaine sensibilité. Mais en plus de ça, vous êtes un poète de l'ellipse. Déjà, on va expliquer aux gens, peut-être en 20 secondes, c'est quoi l'ellipse et puis pourquoi vous vous alignez vers ça. Je ne m'aligne pas vers ça. J'écoute ce qui est en moi. Le poète de l'ellipse, c'est celui qui est le poète du silence. C'est le poète de la voix intérieure. Alors, voilà, pour moi, l'ellipse, c'est l'écriture dans le silence. Et il est plus important de lire ce qu'il y a entre les mots que d'essayer de lire les mots. Wow. Le sens de ce que j'essaie de faire est surtout entre les mots, donc dans le silence, dans l'ellipse.
Wow, OK, donc là, quand vous êtes en train d'écrire, par exemple, un poème, là, vous n'allez pas tout de suite en vous disant « je vais aller dans le sens de l'ellipse ». C'est en écrivant qu'on se rend compte que l'ellipse apparaît. Oui, absolument. Wow. Et vous savez, je ne fais pas exprès, c'est là, ça arrive comme ça. Et puis, moi, je peux vous lire un poème et tout à coup, vous n'entendez plus les mots, mais vous voyez l'image que les mots ont créée pour vous. Pas pour moi nécessairement, mais en vous. Et c'est ça la communication pour moi entre le poète et le lecteur. C'est peu importe ce que je dis, c'est l'utilisation de l'image, de la métaphore, donc, qui fait en sorte que vous, comme participante ou participant à la lecture, vous évoquez. Écoutez, M. Thérien, vous êtes captivant. Je vous garde avec moi. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler de tous vos différents projets. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Ella. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. À la prochaine émission de Vivre Ensemble, je vais rencontrer Claude Andrea Boni, animatrice, écrivaine et lauréate du prix Bernard Grand-Maître. C'est un rendez-vous. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je discute toujours avec le poète Michel Thérien et avant la pause, on parlait un peu de son processus d'écriture et de comment il veut que les lecteurs puissent voir ses écrits. Et puis moi, j'ai envie de savoir, est-ce que l'atmosphère, c'est important pour vous dans le processus de création? Oui, beaucoup. J'écris beaucoup avec de la musique. Et je peux vous confier que j'ai peut-être écrit les 3 derniers livres avec la musique de Chopin. Okay. Chopin, pour moi, c'est une âme. C'est une âme extraordinaire qui évoque la poésie et puis qui me porte à vouloir créer avec lui. Donc, je mets Chopin et je suis en bonne compagnie. C'est vrai que la musique, souvent, ça inspire. Et puis, c'est quoi les différents thèmes que, pour les gens qui ne vous connaissent pas vraiment, c'est quoi les différents thèmes que vous évoquez dans vos différentes œuvres? La première qui est continue. À travers mon travail, il y a toujours un triangle qui se crée entre le poète, le poème et la poésie. Alors, les 3 s'entremêlent. Et puis, je vous ai dit tantôt que mon travail est un dialogue avec la poésie. Donc, les 3 sont toujours présents. Alors, donc, le thème de la poésie est le thème central de mon œuvre. Ou j'aime pas le mot œuvre, mais de mon travail en général. Vous comprenez? Donc, je m'occupe de parler de la poésie. Donc, ça, c'est le grand thème. Donc, les autres, oui. Donc, ça veut dire que vous vous mettez en retrait un peu lorsque vous écrivez. C'est pas toutes vos émotions que vous déposez. Vous avez un œil, je vais dire, un œil différent. Non, je pense que
je suis à l'écoute de cette voix qui est là ou de ces choses qui sont en moi. Et puis, sans réfléchir, je les écris. OK. OK. On va y aller avec les autres thèmes parce que j'ai une autre question par rapport à l'un de vos thèmes. Là, on parle de guerre, vous parlez de guerre, vous parlez d'injustice sociale, on a parlé tantôt de la défense des langues minoritaires, donc de la francophonie et tout. Et si on veut parler du côté guerre, là, je vais me permettre de demander qu'est-ce que vous avez vécu ou bien qu'est-ce que vous avez observé quand vous êtes lancé dans l'écriture de Corps sauvage qui est apparu en 2000? Wow! Qu'est-ce qui m'est apparu quand j'ai écrit Corps sauvage? Bien, Corps sauvage, pour revenir au thème central, le corps sauvage, c'est la poésie en nous. Pourquoi sauvage? Parce que je parle de son état pur, de son état nouveau, intouché. Donc, là, il y a le corps sauvage. Et oui, c'est vrai que dans Corps sauvage, il y a le thème de la poésie, mais il y a aussi le thème de la langue. Dans chaque poème ou dans chaque livre que j'écris, il y a toujours des allusions à la langue. Toujours. Vous allez toujours trouver un poème sur la langue, définitivement. Il y a un livre qui est consacré à la langue, qui s'intitule J'écris à rebours, donc qui raconte un peu, c'est un peu autobiographique parce qu'il raconte un peu mon enfance comme jeune francophone. Alors, mais dans Corps sauvage, pour y revenir, il y a aussi le thème de la guerre. Vous avez bien noté. Et c'est la guerre, c'est le génocide dont je parle. Oui. Et c'est un accident parce que à ce moment-là, j'avais des amis africains qui me parlaient du génocide. Et puis je souffrais, bien sûr, avec eux. Et puis il y a eu cette dizaine de poèmes que j'ai écrits sur l'Afrique, et sur le génocide. Et plus tard, quelques années plus tard, ces poèmes m'amèneront en Afrique. Et là, j'écrirai un livre, Mes carnets africains en Afrique. C'est là que j'ai souri quand j'ai vu ça. J'ai vu comment le travail d'écriture peut emmener des gens assez loin. Félicitations pour ce beau projet-là. Là, on va revenir à un autre projet dans lequel vous êtes vraiment très investi, c'est le projet Terre. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, le projet Terre, c'est un collectif qui rassemble à peu près une trentaine de poèmes et 4 artistes. Et dont Daniel Lavoie, Jean-Marc Dalpé, Chloé Sainte-Marie et Zachary Richard. Donc, j'ai demandé à Nelson Charret de l'Université d'Ottawa de m'accompagner dans la création de ce collectif qui s'intitule Projet Terre. Pourquoi Projet Terre? Parce que je voyais déjà l'urgence de parler, de laisser la parole aux jeunes, voix poétiques, pour exprimer leur colère contre ce qui se passe envers la Terre. Donc, les changements climatiques, et là, c'est fait. Et ça fait boule de neige, ça fait explosion, dans le fond, parce que tout le monde a dit oui, rapidement, et on ne s'est pas consulté, on a écrit nos poèmes, et puis, avec Nelson, on a créé le livre. Et puis, c'est un livre qui prend beaucoup d'envergure, beaucoup de place dans la littérature franco-ontarienne tout de suite, parce qu'il est peut-être tellement pertinent que les gens aiment le lire. On vient de terminer une vidéo avec le Salon du livre de l'Outaouais, qui est important, et puis finalement, peut-être que vous pourrez l'avoir à un moment donné, mais qui a été présenté au Salon du livre. Il y a tout de suite en préparation une soirée poésie qui se tiendra à Montréal pour la Journée mondiale de la Terre, le 22 avril. Et puis ensuite, on va peut-être travailler avec les écoles, faire un genre de module pour les écoles à partir du livre, etc., etc.
En tout cas, Ouais, c'est ouais, beaucoup de ouais. beaux projets qui s'en viennent avec le projet Terre. J'avais entendu parler de ce qui s'est passé au Salon de livre de l'Outaouais avec Véronique Sylvain des éditions David. Et puis, Oui, oui. apparemment, ça a super bien été. Écoutez, ce soir, on vient annoncer officiellement aux gens que vous serez à la croisée des mots organisée par l'AAOF à partir de 19h. Donc, à quoi est-ce que les gens devraient s'attendre? Beaucoup d'authenticité? D'abord, je ferai une lecture d'à peu près une dizaine de minutes. Ok. Je commencerai avec une réflexion que je me suis faite au sujet de la poésie. Et puis, je répondrai aux questions de l'animateur. Et voilà. Donc, une rétrospective peut-être, une pensée sur la poésie et un brin de lecture. Écoutez, je vous souhaite bonne chance pour ce soir et puis on espère vous reparler sur l'émission, pourquoi pas. Bonne journée. Avec plaisir. Merci beaucoup. Alors pour vous autres ce soir, si vous avez envie de participer à la rencontre virtuelle avec l'auteur Michel Thérien, ça sera ce soir à partir de 19h. Vous allez au www.aaof.ca pour avoir le lien de connexion. Nous, on va prendre une pause et juste après la pause, on parle avec M. Yves Turbide de l'AAOF. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Bienvenue à Radio Sensuelle avec Jesse Benjamin. Light beam sur le plancher, code rouge dans les tranchées. Faut pas appeler la police, un délit du délice. Side shoes pour la grand-mère, big boost pour les confrères. Quand t'es dans la chaise, étiré sans malaise. Entre nous c'est bon, c'est fini les questions. Comment on se retrouve? Florida Room. Tu laisses entrer la lumière blanche, en comprimé de poussière d'ange. Florida Room. Gauche-droite, on est tombé, la langue et le dentier. Tant mieux si ça cesse, y'a pas que ça la fête. So sweet, on a lâché, on crame sous les UV. Mais qu'est-ce que tu racontes? On joue pas contre la montre. Sunshine dans la cour, où traînent les beaux jours. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe maintenant sur les différentes activités de l'AAOF avec son directeur général, M. Yves Turbide. Et M. Turbide, c'est un gros bravo pour vous, là, pour la croisée des mots. Ça a continué durant toute la pandémie jusqu'à maintenant. Oui, tout à fait, tout à fait. Évidemment, dans la saison présente, on a quand même réduit, là, parce que c'est sûr qu'au début de la pandémie, la présentation d'activités en virtuel, c'était tout nouveau, tout beau. Puis en même temps, on voulait aussi honorer les ententes qu'on avait avec nos partenaires, les bibliothèques publiques. Oui. Alors, avec lesquels on avait convenu de présenter la croisée des mots de façon mensuelle à chacun des endroits. Donc, une croisée des mots mensuelle à Ottawa, une à Toronto, une à Sudbury et une à Hearst. Donc, voulant honorer nos ententes, on a continué dans la saison 2020-21 à 4 rencontres littéraires virtuelles par mois. On s'est vite rendu compte que c'était sans doute trop, et pour nous, et aussi pour le public, qui était sollicité aussi de façon grandiose, de façon, je dirais, très grande, là, de toutes parts, avec des activités en ligne. Oui. Alors, pour la saison présente, on a convenu avec nos partenaires les bibliothèques publiques d'y aller avec une rencontre mensuelle. On a 4 bibliothèques partenaires sur 8 mois, donc chaque bibliothèque est partenaire ou commanditaire de 2 croisées des mots dans la saison.
Et puis pour la Et on les remercie d'ailleurs. Oui, et puis je pense que c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que puisque c'est en virtuel, là, on va pas se mentir, vous pouvez rejoindre beaucoup plus de personnes. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, nos statistiques le démontrent avec Facebook et avec la mise en onde en différé sur YouTube. Oui. On a un taux d'assistance enfin, on atteint un très large auditoire avec la croisée des mots. Et puis ça, ben, c'est au bénéfice direct des auteurs membres de l'association qui sont invités à la croisée des mots. Alors, on ne peut qu'en être grandement heureux. Également, ben oui, on rejoint un plus grand public, mais on rejoint un public aussi beaucoup plus diversifié et de provenance aussi beaucoup plus diversifiée. C'est-à-dire que on a des gens qui proviennent à l'occasion d'Europe, de l'Afrique du Nord ou dans le reste du Canada ou du Québec qui se connectent pour assister à la rencontre, soit directement dans la session Zoom ou qui assistent ou qui voient la rencontre via Facebook, puisque nos rencontres sont diffusées directement en direct sur Facebook également. Et je suis sûre que ça a été comme une bouée de sauvetage pour les auteurs parce que il y a beaucoup de librairies ici dans la région quand ça a commencé à être chaud avec la pandémie qui était fermée. Donc, c'était un moyen pour eux de s'exprimer. Puis je pense que... Oui. Ouais. Oui, tout à fait. Puis, évidemment, on met tout en branle aussi en amont et pendant la rencontre pour faire la promotion des ouvrages des auteurs. Ça, oui. Alors, si les gens veulent se procurer des livres en amont de la rencontre, et puis pour mieux participer ou pour pouvoir questionner l'auteur, puisque la rencontre contient également une période, un moment où les gens peuvent poser des questions, que ce soit des gens qui assistent sur Facebook ou directement sur Zoom. Nous, on est en mesure là, de relayer les questions à l'animateur pour l'auteur. Puis, ben, ça fait connaître les auteurs, puis c'est intéressant aussi de connaître les auteurs de notre et de connaître angle. leur processus d'écriture, comment ils sont arrivés, qu'est-ce qui les inspire. Et puis, ben voilà, ça fait en sorte aussi qu'il y a des gens en Ontario qui sont en mesure de réaliser qu'il y a des auteurs en Ontario et parfois même beaucoup plus près de chez eux qu'ils ne le pensent. Oui. Alors, voilà, c'est tout concours au rayonnement des auteurs, de leurs ouvrages et de la meilleure connaissance de la littérature franco-ontarienne, en fait. Et puis, j'avais pas eu cette statistique-là avant le lundi précédent. J'ai parlé avec un de vos collègues du regroupement des éditeurs francophones du Canada, le REFS, si je me trompe pas. Et puis, il mentionnait comme ça que durant la pandémie, là, on a vu un accroissement de la demande des livres. Donc, les gens achetaient beaucoup de livres. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on doit le dire à tout le monde, là, et tout le temps. Oui, tout à fait. Puis si on compare le milieu de la littérature aux autres disciplines artistiques, notamment les disciplines comme le théâtre, la musique, la danse, les arts du cirque, où eux ont été beaucoup plus durement touchés par la pandémie parce qu'ils devaient compter ces organismes producteurs dans ces autres disciplines comptent énormément sur la vente de billets, alors sur des revenus de guichet. Alors, n'ayant pas d'événements à présenter, bien évidemment, le coût a été beaucoup plus dur à encaisser pour ces autres disciplines artistiques. Comme vous le disiez, le milieu de la littérature, oui, a vu le nombre de livres vendus s'accroître durant la littérature parce qu'évidemment, quelle meilleure chose à faire chez soi que de lire lorsqu'on est confiné, qu'on ne peut pas sortir à partir de 20 heures. Alors, c'est une très belle activité. Selon Gros Tableau, par exemple, si je peux me permettre, c'est sûr que pour les maisons d'édition comme telles, qui avaient des événements de lancement de livres ou de participation à des salons du livre, où là, ce sont aussi des événements de rencontres avec le public. Alors, c'est sûr que pour les maisons d'édition, ce serait peut-être la seule ombre au tableau là, par rapport à la pandémie. Mais en ce qui concerne la vente de livres, je crois que oui, on peut facilement dire là, que les livres ont été... ont eu la faveur du public, si on veut, là, en termes de
de produits artistiques ou produits littéraires. Il va nous rester 1 minute 30 avant notre première pause parce que je vais vous garder pour un autre segment. Et ma question, là, je pense que c'est une question un peu personnelle, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se la posent aussi. Qu'est-ce qu'il en est pour le bateau livre? Parce qu'on revient un tout petit peu à la normale, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer avec l'été. Ben écoutez, je suis malheureusement dans l'obligation de vous annoncer que le bateau livre n'est plus au programme de l'Association des auteurs de l'Ontario. Après 7 ans, on a vogué après 7 ans, il y aura peut-être une autre formule, on trouvera peut-être sans doute une autre manière de produire des événements en direct. OK. C'était un événement en collaboration avec l'Association des auteurs de l'Outaouais également. Et puis, bon, voilà, les deux organismes ont convenu conjointement là, de mettre fin à la présentation de cet événement-là, malheureusement. Évidemment, c'est sûr qu'à l'automne 2020-2021, ben, il y a quand même eu la pandémie, là, où est-ce que c'était quand même impossible de présenter l'événement. Mais après 2 ans de relâche, je ne crois pas que les deux organismes soient en mesure de présenter l'événement. On verra, il y aura sans doute quelque chose d'autre qui va surgir. C'est ça. Puisque, comme on le dit, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Alors voilà, on verra là, à présenter d'autres événements en direct. Pour ce qui est des événements, pour ce qui est de la programmation, pour l'association, si vous voulez, on peut en reparler de l'autre côté de la pause. Exactement. On va pour une pause là maintenant. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. C'est pas hier, c'est pas demain, c'est maintenant que je t'aime, que ma peau tremble sous tes mains. À chaque fois que j'entends l'écho de ton cœur sur le mien, l'amour me prend, je n'y peux rien. Ne parlons pas d'avant, ne parlons pas d'après, ne parlons que du temps présent qui ne revient jamais. Ne parlons pas d'avant, ne parlons pas d'après. La seule chose qui est vraie, c'est maintenant. C'est maintenant que je t'aime et que plus rien n'existe autour. Le temps de l'instant suprême, l'étrange ivresse. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours des activités de l'AAOF avec son directeur général, M. Yves Turbide. Et M. Turbide, avant la pause, on parlait de la programmation qui peut-être sera disponible en été. Mais avant de parler de cette programmation-là, et si on parlait du Participe présent, un beau projet que vous avez? Oui, bien, le Participe présent, c'est notre bulletin qu'on publie 3 fois par année. Je dirais que dans les dernières années, le bulletin a pris la tangente surtout de publications qui traitent de sujets qui touchent directement l'art littéraire, la création, les auteurs. On a eu des numéros sur la littérature franco-ontarienne et le milieu scolaire, la littérature franco-ontarienne avec et la traduction des ouvrages. Enfin, on traite différents sujets selon 4 angles différents. Et puis le dernier numéro qui vient d'être publié en est un qui touche la relève, où on a voulu s'intéresser à la relève dans la littérature franco-ontarienne, des jeunes auteurs
comment les jeunes auteurs, quels sont les outils qui bénéficient aux jeunes auteurs qui veulent poursuivre leurs études, quelle serait également la meilleure configuration d'un programme de création littéraire, comment se situent les universités francophones en Ontario qui offrent un baccalauréat, donc des études de premier degré en langue française. Comment se situent ces universités-là en ce qui concerne l'enseignement et les cours en création littéraire comparativement à ce qui se fait du côté anglophone en Ontario? Parce que, faut se l'avouer, souvent les jeunes qui, par exemple, si on prend des jeunes de l'école de La Salle avec le centre d'excellence artistique où il y a une concentration en littérature, ces jeunes-là, lorsqu'ils sortent de l'école secondaire, peuvent aller étudier dans des programmes d'études françaises en Ontario, sauf qu'il n'y a pas forcément de concentration en création littéraire. Okay. Ils auront des cours de création littéraire, ils aborderont la création littéraire. Mais pour avoir des études plus concentrées en création littéraire, pour faire en sorte qu'éventuellement ils poursuivent sur le chemin de l'écriture et deviennent des écrivains, ben, ils doivent se rendre à des études de second cycle, donc à la maîtrise. Ce qui fait que c'est pas toujours... c'est vrai, oui. C'est pas toujours, disons... stimulant peut-être pour un étudiant. Parce que c'est un peu trop loin comme jusqu'à la maîtrise. D'études pour me concentrer exclusivement sur la concentration, sur la création littéraire. Alors, il y a toute cette question-là aussi qu'on aborde dans le participe présent et voir comment peut-être... on parle de nouvelles universités. Il y a l'université à Toronto, il y a l'université de Sudbury, il y a l'université Laurentienne, qui sont peut-être à se redéfinir. Peut-être que pour ces universités-là, ce serait une occasion à saisir également, et peut-être aussi pour l'Université d'Ottawa, de redéfinir ou de créer peut-être un programme de premier cycle davantage concentré sur la création littéraire. Bon, maintenant, quand on parle de création, quand on parle d'écrire des livres, des romans, de la poésie, évidemment, ça prend des gens qui s'intéressent pas juste à la littérature, oui, mais l'inspiration vient de toutes parts. Alors, ça prend des gens aussi qui sont informés dans tous les secteurs de la société pour pouvoir en arriver à créer et à développer des histoires, vous comprenez? Alors, c'est sûr que les cours en création littéraire purement et simplement doivent être aussi accompagnés d'un ensemble de cours au choix ou de cours à option qui vont pouvoir permettre à ces jeunes-là d'augmenter leur champ de connaissances dans différents autres domaines. Alors voilà, c'est un peu la question qu'on aborde dans le participe présent, parce que pour nous, le fait d'aider des jeunes à développer et à les inciter à écrire, ben, ça crée une émulation dans le milieu littéraire. Ça fait qu'il y a des jeunes qui sortiraient après des études de premier cycle qui auraient des outils nécessaires pour écrire, peut-être pour fonder de petites maisons d'édition temporaires ou vous voyez, créer dans le milieu des rencontres pour faire en sorte que des jeunes se mettent à écrire davantage. Puis aussi en comparaison avec les autres disciplines artistiques, si on pense en art dramatique, en musique, en art visuel, ben, lorsqu'un étudiant ou une étudiante finit ses études de premier cycle, ben, évidemment, elle peut poursuivre en deuxième, troisième cycle et concentrer ses études sur une recherche plus pointue. Mais quand même, les étudiants qui finissent en premier cycle dans ces disciplines ont les outils nécessaires, ont un bagage suffisant pour pouvoir créer dans leur domaine artistique. Alors, c'est un peu ça qu'on voudrait voir arriver davantage dans le milieu littéraire. Évidemment... il va nous rester 45 secondes. La littérature est aussi large que le nombre d'auteurs qui écrivent depuis nombre de siècles. Alors, c'est sûr que ça prend aussi une bonne connaissance. Puis pour acquérir cette connaissance, ben, ça ne peut pas se faire seulement dans une session, dans 2 sessions. Mais en même temps, c'est ça.
c'est ça vers quoi on voudrait que les universités tendent davantage. C'est une très belle vision, M. Turbide. Et puis, j'espère que ce projet-là va porter fruit. Et puis, vous allez venir nous en parler en ondes. Je vous souhaite bonne chance. Et puis, on va inviter les gens à aller voir le bulletin sur le site Web. Oui, tout à fait. Vous pouvez y accéder sur la page d'accueil. J'invite encore les gens pour la croisée des mots ce soir. Et aussi, je vous dis, en terminant de façon très rapide, on est en train de développer un projet numérique. Alors, c'est un projet numérique interactif, une carte géographique numérique où sont situés les auteurs, où on pourra trouver les auteurs en fonction de certains paramètres que les auteurs vont nous trouver. On va pouvoir les retrouver inscrits sur la carte géographique de l'Ontario, eux et leurs livres. Alors, c'est un projet qui se développe sur 3 ans pour lequel on a eu une subvention du Conseil des arts du Canada qu'on remercie. Le Fonds stratégie numérique du Conseil des arts du Canada. Ça me fera plaisir de venir vous en parler. C'est exactement ce que j'allais dire. Merci beaucoup et bonne journée. Parfait, merci beaucoup. Bonne fin de journée à vous. Alors, pour vous autres à la maison, pour participer déjà à la croisée des mots ce soir à 19h, mais aussi pour avoir accès au bulletin de l'AAOF, ça sera au www.aaof.ca. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler avec un représentant de la CCN. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De l'océan à l'autre, De la plaine jusqu'à la côte, au-delà des frontières, de la langue de ma grand-mère, de l'océan à l'autre, de la plaine jusqu'à la côte, survécu à la mer, et les chants de mon grand-père, au large des prairies, quelques nuages d'Acadie, la brise de la mer, la couleur de ma terre. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Le printemps arrive tout doucement et qu'est-ce qui va se passer au parc de la Gatineau? Je ne le sais pas. On va le découvrir ensemble avec Alain D'Entremont, gestionnaire principal service aux visiteurs et programmes récréatifs de la Commission de la capitale nationale. On veut savoir déjà comment la période d'hiver se passe parce que ça continue toujours un tout petit peu. Oui, absolument. Bon, là, on est les premiers redoux. Alors, on a eu une bonne saison de ski. Vous savez, dans le parc de Gatineau, depuis 20 ans, la saison hivernale de ski, vélo d'hiver, raquette, et plus spécifiquement pour le ski, ça dure en moyenne 101 jours depuis 20 ans, la moyenne. Et puis là, cette année, on a commencé un peu tard. On se rappellera qu'il n'y avait pas beaucoup de neige en décembre. Donc, on est à environ 80 jours. Mais ça va se poursuivre encore certainement quelques semaines, malgré le redout. Et puis, si on avait des précipitations de neige, mais ça pourrait s'étirer à tout le moins jusqu'à la fin mars, puis peut-être même en avril. Alors, à quel moment on se dit du côté de la CCN qu'il faut ouvrir maintenant les portes au printemps? À partir de quelle période? Et comme je vous dis, la météo va dicter la suite pour les programmes d'hiver. Dès que la saison de ski va être terminée officiellement, il faut comprendre que à partir de ce moment-là, il va continuer à y avoir du ski non officieux, bien qu'on n'entretiendra pas les sentiers. Okay. Dans les sous-bois, il va y avoir de la neige là, une bonne partie du mois d'avril. Donc, la période de randonnée et puis éventuellement de vélo de montagne, là, ça ne sera certainement pas avant Pâques, qui est assez tard cette année, la mi-avril. Donc, dès que les sentiers commencent à être libérés de la neige, commencent à s'assécher, on tombe en mode
plus printanier. Donc, graduellement, les gens commencent à faire de la randonnée. C'est important de se rappeler qu'au printemps, le parc est particulièrement fragile parce que justement, la neige fond, le sol est très détrempé. Oui. Donc, c'est très important de rester sur les sentiers, qui sont ouverts. Et puis, des fois, c'est mieux même de passer dans la boue avec nos bottes que de contourner parce que là, éventuellement, on agrandit le sentier, on piétine des plantes, etc. Donc, au printemps, le parc est assez vulnérable au niveau de l'érosion du sol, les sols détrempés. Et c'est pour ça qu'on demande aux gens là, de nous suivre sur les médias sociaux, sur notre site web, pour voir où on recommande d'aller marcher dans un premier. Est-ce qu'à cause de la sensibilité de certains sentiers, là, en plus de regarder sur le site web et vos réseaux sociaux, la carte interactive sera actualisée? Oui, en principe, là, nos outils vont demeurer le plus à jour possible. Ils ne sont pas parfaits, mais quand même, c'est une bonne indication. On encourage vraiment les gens à s'y référer. Et puis pour le vélo de montagne, traditionnellement, on commençait la saison, il y allait avec une date calendrier qui était le 15 mai. À ce moment-là de l'année, normalement, les sentiers ont séché et tout. Mais là, ce qu'on essaie de faire au cours des dernières années, puisqu'on a des moyens de communiquer avec nos utilisateurs, on essaie de vraiment suivre ce qui se passe sur le terrain. Et puis, par exemple, l'an passé, dès le 23 avril, je crois, on a donné le feu vert pour le vélo montagne parce qu'on avait un printemps assez sec. Donc, c'est important des gens encore de nous suivre. On va annoncer dès qu'on peut donner le feu vert pour la saison de vélo de montagne. Et puis, il pourrait y avoir des épisodes au printemps où on a beaucoup de pluie, où on va recommander aux gens de s'abstenir pendant quelques jours. Ça se fait, entre autres, là, dans d'autres centres de vélo, comme au Mont-Saint-Marie, etc. Okay. Donc, pour le parc, on veut avoir quelque chose de plus en lien avec ce qui se passe vraiment sur le terrain. Et puis, les médias sociaux, entre autres, nous permettent ça. Ça doit prendre une grosse équipe là, de tout le temps regarder, parce qu'il faut faire attention aussi, vous l'avez mentionné, hein, avec la terre, avec l'espace, la faune, même la flore, il faut faire attention. Donc, ça doit prendre une grosse équipe et un gros travail là, pour regarder, OK, ce sentier-là, il ne peut pas être utilisé pour les 2, 3, 4 prochains jours. Bien, on y va plutôt en bloc, là, parce que lorsqu'on a des grosses pluies, par exemple, ça va affecter tout le parc. Mais effectivement, il y a des endroits dans le sud du parc, des endroits qui sont plus du côté sud aussi. On peut penser dans le coin des chutes de Loxville, où il y a beaucoup d'ensoleillement. Donc, effectivement, il y a des secteurs qui sont plus propices à la randonnée et au vélo dès le début de la saison. Et puis aussi, également, une fois que les promenades seront libérées de neige, bien, les gens pourront recommencer à faire du vélo de route sur les promenades. Mais ça survient normalement là, plus vers la deuxième moitié du mois d'avril, puis des fois même, on a de la neige jusqu'à la toute fin avril. On verra. Puis vous le mentionnez, effectivement, le printemps, c'est une période très active. Là, entre autres au niveau de la faune. On a beaucoup d'espèces dans le parc, entre autres au niveau des amphibiens, des reptiles. On a des salamandres, des rainettes, etc. Tout le monde connaît bien la rainette crucifère, qui est le premier son qu'on entend dans la forêt, qui est un son très strident. Le mot en anglais, spring peeper, définit bien ce son qui nous rappelle les premiers signes du printemps. Donc, encore là, c'est des raisons supplémentaires pourquoi on dit aux gens de rester sur les sentiers pour permettre à ces animaux-là, c'est la période forte de reproduction, de se déplacer librement entre les étangs pour aller retrouver leur amoureux ou leur amoureuse. Donc, on va essayer de faire un récapitulatif de ce qu'on a dit pour la saison du printemps qui va être un peu, je vais dire, qui va venir tout doucement du côté de la CCN. Il faudrait apprendre à suivre les médias sociaux, votre site Internet, avoir notre carte interactive, parce que je pense qu'elle est facilement téléchargeable sur notre téléphone aussi, pour avoir des informations en temps réel. Oui. Puis on peut l'avoir aussi en version téléchargeable, parce qu'on se souviendra que dans le parc de Gatineau, c'est pas toujours... il n'y a pas de signal partout, alors c'est une bonne chose de télécharger. Et puis, je rappelle, là, on parle de l'hiver, oui, on continue en mode hivernal pour quelques semaines encore. Donc, c'est la même chose pour ce qui est de promener les chiens. En hiver, il y a les 4 sentiers de marche où on peut promener les chiens, donc le sentier Loriot, le sentier de la sucrerie, également le sentier des pionniers, puis le petit P1 et P3 là, dans le sud du parc. Donc, c'est important que les chiens demeurent sur ces sentiers-là jusqu'à temps qu'on soit en mode printanier, qu'on lance la randonnée notamment. Puis, en tout temps, dans le parc, il n'y a aucune exception. Les chiens doivent toujours être en laisse. Puis ça, c'est pour différentes raisons. Que ce soit pour protéger la faune et la flore. Il ne faut pas oublier que c'est d'abord un parc de conservation.
par respect pour les autres utilisateurs. C'est pas tout le monde qui aime rencontrer un chien pas en laisse, puis donc c'est important de l'avoir en laisse. Puis également pour la sécurité de votre animal, il y a des ours dans le parc, il y a des moufettes, il y a des coyotes, etc. Et puis je pense que Christian, mon collègue, va vous parler des coyotes tout à l'heure. Et puis ici, c'est pas important d'avoir son chien en laisse pour sa sécurité à lui aussi. Puis un chien qui n'est pas en laisse, qui revient vous avec un ours ou un coyote à ses trousses, vous n'aurez peut-être pas une bonne expérience. Donc, j'ai eu la vision du coup. Ouais, en tout cas, Christian vous donnera plus de détails par rapport notamment aux coyotes. Et puis, j'ajouterais peut-être, là, s'il nous reste du temps un peu, là, que bon, bientôt aussi, là, ça c'est plus au début mai, on voit dans le sous-bois de la forêt laurentienne un spectacle incroyable de fleurs printanières. Et puis, ces fleurs-là, que ce soit d'abord avec l'ail des bois, qui est souvent la première à sortir, la première plante à sortir, et toutes le treillis qu'on connaît, qui est le symbole de l'Ontario, le treillis blanc, qu'on trouve aussi dans le parc de Gatineau, etc. Donc, ces plantes-là, comme toutes les plantes dans le parc, la cueillette est interdite. Donc, on aura peut-être l'occasion de revenir vous en parler de façon plus générale, parce que rendu plus au mois d'août, ce sont les champignons, etc. Mais on se rappelle que dans le parc de Gatineau, dans le fond, c'est le concept qu'on applique partout dans des lieux de conservation. Donc, on ne prend que des photos et on ne laisse que la trace de nos pas. Et sur les sentiers officiels, le plus possible. Il va nous rester 1 minute. Je pense qu'on pourrait avoir du temps pour parler de l'hébergement estival. Il faut se préparer maintenant. Oui, déjà, on peut réserver depuis la mi-février. C'est une bonne année encore. On a quand même plusieurs réservations, plusieurs milliers de réservations. Wow. Donc, chaque année, on vend environ, les gens viennent camper, c'est environ 20 000 nuitées, que ce soit dans nos prêts à camper. Nos prêts à camper, ce sont les tentes 4 saisons, les yurts, nos refuges de nuit. Et puis, bien sûr, l'été, le camping proprement dit, que ce soit en tente roulotte ou en tente. Et puis, donc, il y a encore plusieurs bonnes dates disponibles. Et puis, c'est ouvert sur notre site web. Vous pouvez réserver en allant sur notre site web et prévoir vos escapades en camping dans le parc de Gatineau. Merci beaucoup, M. d'Entremont, et puis au plaisir de se reparler une prochaine fois. Merci à vous pour l'invitation. Bon printemps. Alors, pour vous autres à la maison, si vous avez besoin de plus d'informations, www.ccn-ncc.gc.ca. Et comme M. d'Entremont vient de le mentionner, si vous vous préparez à faire une sortie dans le parc de la Gatineau, n'oubliez pas votre carte interactive. C'est important de la télécharger dans votre téléphone parce qu'il se peut qu'il n'y ait pas Internet là-bas dans le parc de la Gatineau. Donc, faites attention. Il a aussi mentionné les coyotes, mais j'ai son collègue qui va nous parler un peu de comment on devrait se comporter si, par pur hasard, dans notre balade, on rencontre les coyotes. Alors, j'ai avec moi Christian Laurin, qui est gestion, agent de conservation par intérim. Est-ce qu'on pourrait savoir, c'est quoi votre travail avec le costume que vous avez, pour commencer? Oui, effectivement. Je suis agent de conservation pour la Commission de la capitale nationale. Donc, puis par rapport aux coyotes, nous, notre rôle, c'est vraiment d'intervenir et puis de faire des suivis avec la population, puis d'assurer la sécurité publique des citoyens lors de nos journées de travail. Donc, en soi, c'est un peu notre rôle en tant qu'agent de conservation. Alors là, j'ai lu sur le site web que les coyotes présentent très peu de risques pour les humains et qu'il est 10 fois plus susceptible d'être blessé par la foudre que par un coyote. J'étais comme, OK. Oui, effectivement. Il ne faut pas oublier que le coyote, c'est un animal sauvage. Donc, le coyote, d'entrée de jeu, il va craindre l'humain. Donc, mais par contre, il y a une réalité qui s'est établie en milieu urbain et rural, que les coyotes se retrouvent parmi nous. C'est évident que la CCN est propriétaire de plusieurs espaces verts, donc le parc de la Gatineau et la ceinture de verdure. Et puis, c'est des écosystèmes propices et puis très favorables à la présence de coyotes. Alors, évidemment, les utilisateurs de nos propriétés vont probablement rencontrer un coyote une fois ou un autre en randonnée. Donc, évidemment, oui, on peut rencontrer des coyotes, mais notre rôle, nous, vraiment, là, la CCN, c'est d'établir un plan de gestion du coyote afin d'assurer la sécurité du public et aussi apprendre à cohabiter avec les coyotes, tout comme les autres animaux sauvages qu'on va rencontrer sur nos terrains. Moi, je m'imagine en train de crier comme une folle en train de courir, mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire du tout.
Non, évidemment, on doit rester calme. Mais par contre, on comprend très bien la réaction du public lorsqu'ils voient un coyote. Ça peut être impressionnant et surprenant aussi. On ne s'attend pas à ça. Donc, évidemment, les conseils qu'on donne aux gens quand ils vont en randonnée, c'est de faire du bruit, de se promener, d'être attentif sur les sentiers, aussi de ne pas nourrir les animaux. C'est important. Les coyotes peuvent aussi s'habituer à nous, à notre présence. Et puis, s'ils ont une source de nourriture qui peut être facile, ils peuvent s'aventurer près de nous. Et puis, c'est évident, les chiens, c'était très primordial de les garder en laisse. Les coyotes, n'oublions pas que c'est des canidés. C'est dans la famille des chiens, donc ils peuvent avoir une curiosité un envers l'autre. Surtout si un chien n'est pas en laisse, il peut partir à la poursuite d'un coyote et puis c'est là qu'il y a des altercations qui peuvent arriver entre chiens et coyotes. OK, donc l'instruction, c'est si on rencontre un coyote là, on fait juste rester calme, retourner la voie où est-ce qu'on l'a rencontré et puis repartir. Mais s'il nous suit? Vous continuez à rebrousser le chemin puis vous faites du bruit. C'est sûr, si on est en groupe, on se rassemble ensemble. On peut prendre une branche, n'importe quel objet qu'on peut trouver sur notre chemin. Il y a des gens qui peuvent amener aussi des klaxons sonores ou des sifflets ou tout ce qui pourrait faire peur à un coyote. Okay. Tout comme nous, les agents, quand on est formés pour ça, c'est moins difficile d'intervenir, mais on a aussi des outils sonores pour effaroucher les coyotes en présence d'eux sur le terrain. Le conseil, c'est de garder encore une fois la bonne distance quand vous rencontrez un coyote. Oui. Mais si on rencontre un coyote qui est, on va dire, agressif ou dangereux? Immédiatement, vous appelez les services d'urgence s'ils sont agressifs. Ça, c'est une des points les plus importants. Quand on est en danger, on appelle le service d'urgence. C'est sûr que c'est un danger imminent. Mais les coyotes n'ont pas tendance à attaquer l'être humain. Il faut aussi penser qu'on se retrouve sur un territoire où ils peuvent s'installer. Et puis, normalement, une façon de communiquer avec nous, s'ils s'approchent de nous, c'est pour nous inviter à quitter leur territoire. On ne sait pas, il peut y avoir une tanière d'installer pas loin, il peut y avoir des chiots aussi dans le secteur. Alors, les coyotes, normalement, n'attaqueront pas les humains. Ils vont nous envoyer des messages, par contre, et ça peut être s'approcher d'un être humain. Ça peut être un message d'un coyote disant « Est-ce que tu peux, s'il vous plaît, sortir de mon territoire? » Wow! C'est une façon de communiquer avec nous. Donc, on sort tranquillement, pas vite. J'espère que les gens entendent que c'est les maîtres du territoire. Autre chose aussi, là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont plein de compassion pour les animaux, mais si on rencontre par pur hasard un coyote qui est blessé ou même, je sais pas, qui a perdu du poil, quelque chose dans le genre, qu'est-ce qu'on devrait faire? Ceux-ci, on les rapporte à nous, les agents de conservation ou autres partenaires. On travaille aussi avec les partenaires, la Ville d'Ottawa et puis le ministère de l'Environnement du Québec et de l'Ontario. Donc, on rapporte ce coyote-là et puis, justement, notre rôle, nous, les agents de conservation, c'est de se déplacer sur le terrain et puis on va aller faire une inspection, une évaluation. Et puis, effectivement, si un coyote est blessé, évidemment, nous allons intervenir en conséquence pour le bien-être de l'animal aussi. On ne veut pas que les animaux souffrent non plus, là. L'important, c'est bien d'intervenir. Il ne faut pas prendre le risque de l'approcher comme quoi, ah non, il me fait tout, il fait pitié, non. Non, comme tout autre animal sauvage, on les approche pas, on les laisse et puis on appelle les spécialistes qui sont... C'est mieux, on va appeler Christian, je pense que c'est mieux. Autre chose que j'ai trouvé assez drôle, parce que quand je l'ai lu, c'est écrit sur le site web, ne donnez pas à manger aux coyotes, mais je me dis, moi, je ne donnerai jamais à manger un coyote parce que j'ai peur. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui le font vraiment? Bien, des fois, il y a des gens qui le font de façon non intentionnelle, comme ils laissent de la nourriture pour leurs chiens dans leur cour ou dans des endroits proches des résidences. Donc, à ce moment-là, les coyotes, ils peuvent passer, ils peuvent aller se nourrir près des endroits où ils peuvent retrouver ce genre de nourriture-là. Donc, ils vont être opportunistes d'une certaine façon. Donc, il faut éliminer ces sources de nourriture-là. Donc, proche des déchets, d'un stationnement ou dans la ceinture de verdure par baguette. Ne laissez pas de nourriture traîner au sol, même si c'est de la viande, un restant de lunch ou quoi que ce soit.
Il faut tout ramasser, mettre dans les vidanges, et puis comme ça, on va s'assurer que les coyotes ne viendront pas. Là. Donc, en fait, c'est ça que j'ai pas compris. Je me dis, bien, on ne pourrait pas donner à manger aux animaux parce qu'on le dit, là, c'est sur votre site web, on ne donne à manger à aucun animal parce qu'ils ont leur propre environnement, leur propre nourriture. Donc, c'est pas fait de manière intentionnelle. Donc, n'oubliez pas de ramasser votre nourriture après que vous soyez passé. OK. Est-ce que vous, Christian, vous avez, je ne sais pas, une carte ou bien quelque chose qui nous dit, OK, sur ce sentier-là, il y aurait possibilité d'avoir des coyotes? Ou peut-être sur ce... Dans notre plan de gestion du coyote, effectivement, il y a une portion d'intervention qui peut être mise en place afin de communiquer avec le public ou les communautés qu'il y a la présence de coyotes sur un certain sentier. Okay. Donc, il peut arriver qu'il y a de l'affichage qui est installé ou si nous, les agents, déterminent qu'il y a un secteur qui devrait être fermé temporairement, on va communiquer ça aux citoyens, à la population. Donc, la sensibilisation et l'éducation des citoyens est très importante pour nous. Merci beaucoup, Christian. Et puis, bonne journée, bonne saison du printemps à vous. Bien, à vous aussi. Profitez de l'été et du printemps qui s'en vient. Oui. Soyez prudents. Alors, comme Christian vient de le mentionner, soyez prudents. On a appris beaucoup. Il ne faudrait pas donner à manger aux coyotes. Quand vous voyez un coyote, il faudrait juste vous retourner et prendre le temps de rebrousser chemin. Ne soyez pas effrayé. Il a mentionné aussi de faire du bruit. Peu importe le bruit, vous pouvez avoir un klaxon en main, ça devrait le faire fuir. Donc, pour plus d'informations, surtout ce dont je viens de discuter et avec Christian et avec son collègue qui nous parlait de la nouvelle saison du printemps qui s'en vient, www.ccn-ncc.gc.ca. C'est le site web de la Commission de la capitale nationale à visiter. On se voit juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Sur la cathédrale. Le peintre des 4 saisons, mercredi 19h30 sur TV Rogers. Chaque année, des dizaines de Canadiens sont tués ou gravement blessés parce qu'ils prennent des risques près des voies ferrées. Parlez de la sécurité ferroviaire à vos proches. Visitez le finilesvoiestragiques.ca. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. En début d'émission, on parlait avec l'auteur Michel Thérien qui a participé à un très beau projet qui s'intitule Projet Terre, qui a réuni plusieurs auteurs pour parler en fait de tout ce qui arrive dans le monde par rapport au changement climatique. Mais c'est pas seulement ça, il est auteur de plusieurs autres ouvrages. Et ce soir, à la Croisée des mots, à 19h, il sera là avec ses invités, avec l'animateur, pour avoir une discussion 1 à 1, on va dire, avec vous. C'est virtuel, vous êtes invité à y participer et c'est gratuit. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller au www.aaof.ca pour avoir le lien de connexion et vous connecter ce soir à partir de 19h. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour demain avec des invités aussi intéressants que ceux d'aujourd'hui. On va discuter avec Marie-Claude Lortie, qui est la rédactrice en chef du magazine Le Droit à faire. On va aussi s'informer sur qu'est-ce qui se
passe dernièrement du côté de Bibliothèque et Archives du Canada. Et en plus de ça, là, vous vous tenez bien, demain, on aura notre chronique avec notre Jean-Paul Moreau. Il sera là pour nous donner des belles suggestions musicales. Tout ça et bien plus demain à partir de 11h à Entre nous. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue, Canada.